micro. Alors, bon, je vais parler sans micro dans un premier temps, mais je pense qu'on va le... Oui, bonjour. Merci, madame. Ça marche? Alors, je ne sais pas si on m'entend, mais bon. En tout cas, bienvenue à la Bibliothèque historique de Paris, dans ces magnifiques lieux. Merci à l'ambassade des Pays-Bas d'avoir organisé cette soirée avec la bibliothèque. Je vais, dans un premier temps, laisser la parole à M. Friso Wijnen, qui est le conseiller culturel de l'ambassade des Pays-Bas. Monsieur. Oui, merci. Est-ce que je vais en parler? Non, je crois que l'ordre c'est la bibliothèque d'abord. C'est pas grave. Mais je vais répéter un petit peu ce qu'il y a déjà alors été Louise Fauduet, c'est ça. Voilà. Qui est de bienvenue dans la bibliothèque historique de la ville de Paris. Prenez place, n'hésitez pas à vous asseoir là où que ce soit les chercheurs tout du long de la journée. Vous êtes dans une bibliothèque publique, donc vous pourrez aussi revenir autant de fois que vous voudrez. C'est une bibliothèque municipale gratuite. La particularité qu'elle a, c'est d'être très vieille. C'est une institution de 150 ans, installée dans un bâtiment de 4 siècles. Et on est consacré à l'histoire de Paris, à la littérature et au théâtre. Et pour nous, c'est un bon moment ce soir d'accueillir une rencontre sur le vélo, parce que c'est un sujet qui a un bel écho dans nos collections, où toute l'apparition de la bicyclette et son engouement auprès des Parisiens fait l'objet de nombreuses brochures, de nombreuses représentations, d'affiches. Donc n'hésitez pas aussi à passer sur le portail des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris pour voir nos belles affiches de cycle. Donc je vous remercie déjà vous d'être ici ce soir et n'oublions pas les gens qui ont rendu ce long cycle des villes du Nord possible, extrêmement riche avec beaucoup de sujets. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas bien sûr, mais aussi les ambassades de Norvège, de Finlande, d'Islande, de Suède et du Danemark. Et la direction des affaires culturelles de la ville de Paris et la direction générale de la recherche et de l'innovation au niveau national. Profitez-en bien, vous ressortirez par le jardin car actuellement notre cours est en travaux, mais c'est encore plus agréable à cette époque de l'année. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci Louise Fauduet, donc directrice adjointe de la Bibliothèque historique de Paris, et maintenant Friso Wijnen, conseiller culturel de l'ambassade des Pays-Bas. Bonsoir, chers tous et toutes et tous. Qui est venu à vélo ce soir? Il y a du... Oui, c'est pas mal. Moi, je suis heureux de pouvoir vous adresser quelques mots ce soir en tant qu'initiateur du cycle de conférences Ville de demain, Innovation d'Europe du Nord. Je m'appelle Friso Wijnen et je suis conseiller culturel et la communication de l'ambassade des Pays-Bas en France. 6 soirées dans des grandes bibliothèques municipales parisiennes sur les innovations et les traditions des pays scandinaves et des Pays-Bas, qui favorisent le bien-être en ville. La première conférence a eu lieu en janvier, et ce soir, c'est la 6e et dernière dans cette belle bibliothèque historique de ville de Paris. Ce soir, nous parlons de vélo et d'enfants, d'aller de A à B, en toute sécurité, mais aussi de liberté et d'autonomie. Je me souviens de ma joie lorsque j'ai eu mon premier vrai vélo, un bleu clair avec un compteur kilométrique gris sur les guidons. C'était en 1973, en pleine crise pétrolière, et le gouvernement néerlandais avait décrété un dimanche sans voiture. C'était difficile pour l'économie, mais un rêve pour les enfants, car on pouvait soudain faire du vélo et du patin à roulettes sur l'autoroute le dimanche. Les Pays-Bas sont connus comme un pays de cyclistes, mais ils ne l'ont pas toujours été. Il fallait et il faut toujours du courage et de la persévérance de la part du gouvernement et une volonté de changement de la part des citoyens. Les enfants n'y sont pour rien. Ils aiment tout simplement faire les choses par eux-mêmes et apprécient la liberté et l'autonomie que leur procure le vélo. Je me réjouis de la discussion de ce soir et je tiens à remercier Bibliocité et mes collègues scandinaves pour le plaisir de travailler ensemble sur notre série de conférences communes. Je tiens également à remercier la ville de Paris pour son intérêt et son engagement dans notre initiative. Merci
Merci, Monsieur Giry, je dis bien ça, adjoint au maire de Paris Centre, d'être présent ici ce soir. Encore une fois, merci d'être là ce soir. Et je voudrais maintenant passer la parole au modérateur, le journaliste et auteur Olivier Razamon. Merci. Merci beaucoup. On va les présenter, donc je n'ai plus besoin de le faire. Je vais vous présenter les intervenants de cette soirée. Alors, Sandrine Despaux, qui est en visioconférence, qui est derrière nous, derrière moi, devant vous en fait, et qui est à Rennes, et qui est psychologue, chargée de recherche en psychologie environnementale à l'université de Rennes 2. À ma droite, il y a donc Florent Giry, qui est adjoint au maire de Paris Centre en charge de la voirie, des mobilités et de la gestion des chantiers. Et nous avons le plaisir d'avoir ici Lucas Harms, qui est le directeur général de la Dutch Cycling Embassy. Donc les Pays-Bas sont un pays où il y a en plus de ça une ambassade du vélo, et qui est en fait un réseau public et privé pour la mobilité durable et inclusive à vélo. Alors c'est vrai qu'on vient de faire un petit tour avec Lucas dans Paris Centre. J'ai essayé de lui montrer et il a vu aussi plein de choses. Évidemment, les pistes cyclables, les gens qui sont à vélo, et aussi le rapport à l'aménagement de la voirie, au design, les différents grands axes, bien sûr, Rivoli, Sébastopol, mais aussi les petites rues plus ou moins piétonnes. On en parlera peut-être après. Il y a une chose qui revient souvent, c'est que les enfants néerlandais seraient, alors c'est une étude de l'UNICEF en 2020 qui dit ça, seraient les plus heureux du monde. Alors je ne sais pas comment on dit que les enfants sont les plus heureux du monde, mais pourquoi pas. Et en tout cas, une des raisons, et l'ambassade des Pays-Bas va évidemment vous expliquer que c'est parce qu'ils se déplacent à vélo dès qu'ils sont petits. Ce que je veux bien comprendre, moi c'est aussi en 73, je crois que j'ai eu mon premier vélo, mais il était rouge. Et effectivement, toute la société considère, en fait, il y a une chose très simple, c'est qu'il n'y a pas de transport public aux Pays-Bas, le transport public motorisé. Il n'y a pas de réseau de transport public. On considère comme parfaitement logique et normal que les enfants se rendent à vélo. Et je voulais demander à Lucas d'abord, est-ce que vous avez la même impression que moi? Alors peut-être que c'est un peu différent puisque vous êtes néerlandais, mais moi lorsque je reviens des Pays-Bas, que j'arrive à Paris, je dois dire que je suis désolé Florent, complètement déprimé. Bien sûr, je vois beaucoup de vélos partout, je me dis moi je peux me déplacer à vélo et je suis très heureux de ça, mais je dois dire que cette ville est malheureusement extrêmement bruyante, elle est assez polluée, elle est très stressante de cette façon. Alors c'est sans doute lié à la taille de la ville, il y a 12 millions d'habitants dans l'agglomération, donc c'est une des raisons, mais on a quand même l'impression, dans beaucoup d'endroits, quand on est à pied et quand on est à vélo, de ne pas être complètement à sa place, d'être un peu illégitime, que finalement le plus légitime c'est ce scooter qui vient de se garer sur ce trottoir, et aussi, et on en parlera, quand on est à pied, on a parfois l'impression que c'est le vélo qui est un petit peu plus légitime. C'est vrai, on a ce sentiment à Paris. Donc je voulais vous demander, Lucas, en premier lieu, quelle est votre réaction lorsque vous arrivez des Pays-Bas, parce que vous avez la chance d'y retourner demain, mais quand vous arrivez à Paris, est-ce que vous avez aussi l'impression d'arriver dans une ville pas tout à fait finie? Ça commence bien. Merci beaucoup. Ten eerste, heel hartelijk dank dat ik hier vandaag mag zijn. Een grote eer om deze... Alors, le micro est rouge pour l'instant. Voilà, très bien, merci. Alors, Oké, allereerst heel hartelijk dank dat ik hier mag zijn. Een grote eer om deze prachtige zaal met jullie allen het gesprek te voeren over het fietsen in Parijs en de vergelijking te maken met de ontwikkelingen die in Nederland al hebben plaatsgevonden. Alors, Marie-Caroline Totzegelen, qui est l'interprète, va nous traduire en français ce qu'a dit Lucas. Alors tout d'abord, un grand merci pour l'occasion et l'honneur que vous me faites d'être ici avec vous dans cette salle magnifique et de pouvoir discuter de la place du vélo à Paris et de faire la comparaison avec la manière dont nous utilisons le vélo aux Pays-Bas. Vanmiddag ben ik aangekomen met Thalys Gare du Nord en toen heb ik een Philippe gehuurd. Ben ik rond gaan fietsen door de straten van Parijs. En allereerst was ik wel heel verblijd om te zien dat de situatie in 2 jaar tijd enorm is veranderd. Want ik was hier voor de coronacrisis en toen vond ik al dat Parijs een enorme ontwikkeling doormaakte en er steeds meer fietsers waren. En nu vond ik dat helemaal waanzinnig om te zien wat er die afgelopen 2 jaar
is gebeurd en in welke mate in positieve zin eigenlijk Parijs aan het veranderen is. Maar... Alors quand je suis arrivée ce matin avec le Thalys à la gare du Nord, la première chose que j'ai faite est justement de louer un Vélib et de me déplacer à vélo dans les villes de Paris. Et je dois dire que ma surprise était très optimiste et très positive parce que je suis venue il y a 2 ans, juste avant la crise du Covid, et j'avais déjà constaté un grand changement dans la ville et je trouvais que de plus en plus de personnes prennent le vélo, mais là j'ai été vraiment impressionnée parce qu'il y a eu un très grand changement en 2 ans de temps et je trouve ça très positif. Par contre, Hoewel ik me vereerd voelde om door de straten van Parijs te fietsen, voelde ik me nog niet altijd even veilig. Er zijn zelfs 2 momenten, had ik bijna een soort doodervaring vandaag. Dus was ik hier niet geweest. Toch, het autoverkeer is toch nog wel heel erg alomtegenwoordig. En op een aantal straten vond ik het zeker op de kruispunten echt wel link om over te steken. Dus het is in die zin, denk ik, het is wel heel fijn dat er veel meer gefietst wordt en dat het al meer inviting is, meer inviterend is om te fietsen. Maar het zou nog veel meer uitnodigend kunnen zijn. Alors je dois dire que je me sentais honorée de pouvoir faire du vélo à Paris et c'était formidable, mais je dois avouer également que je ne me suis pas sentie partout en sécurité et que j'ai eu même à 2 reprises une expérience de presque mort. Dans ce cas-là, je ne serai plus là ici ce soir pour parler avec vous, mais heureusement tout s'est bien terminé. Par contre, il est clair que la présence de la voiture est vraiment très importante à Paris. La voiture est omniprésente. Et dans certaines rues, j'ai trouvé qu'il était dangereux de traverser une interconnexion. Donc, d'un côté, très honoré, très heureux de voir qu'on utilise de plus en plus le vélo, mais il y a encore pas mal de changements à faire. Een heel concreet voorbeeld zijn kruispunten. Heel vaak, en dat zien we in heel veel steden in de wereld, zijn er wel bike lanes gemaakt, dus fietsstraten, fietspaden eigenlijk langs de grote avenues. Maar op het moment dat je op een kruispunt terechtkomt, dan ben je eigenlijk je leven onzeker. Dan moet je het helemaal zelf weten, dan houdt opeens alles op en dan moet je zo'n groot kruispunt oversteken. En dat is eigenlijk de kruispunten als de zwakste schakels in een netwerk. Dat zien we heel vaak terug en dat hebben we in Nederland hebben we er ook jaren over gedaan. Eigenlijk een netwerk te maken van veilige kruispunten. Daar begint het eigenlijk. Alors, un exemple, c'est justement ces interconnexions, les croisements. Et comme partout dans le monde, on voit que de plus en plus de villes créent des vraies pistes cyclables, ce qui est très bien. Mais au moment où vous arrivez à l'intersection, à un carrefour, là, tout le coup, on se sent complètement perdu et on est obligé de se débrouiller tout seul. À ce risque et périls. Et c'est justement le point faible, le chaînon faible dans l'ensemble. Et on le voit très souvent, et c'était également le cas aux Pays-Bas. Et il est très important de s'occuper d'abord de ces espaces-là, donc toutes les interconnexions, tous les carrefours, parce que les rendre beaucoup plus sûrs pour assurer une plus grande sécurité pour les cyclistes. Ja, een klein, one little small. We hebben ook rondgewandeld op de Rue de Rivoli. En fantastisch wat we daar zagen. Heel veel ruimte voor de fiets. Maar wat ik daar wel zag was stress van voetgangers. En ook wel van fietsers die steeds weer een klein stukje moeten fietsen en dan weer stoppen. Omdat er rode verkeerslichten zijn en dan een hele stroom van voetgangers. Dus het is fantastisch dat er meer ruimte is gekomen voor de fiets. Maar je ziet daar dat er een strijd aan het ontstaan is tussen de fietsers en de voetgangers. En dat is eigenlijk wel een soort next level step die gemaakt zou kunnen worden. Dat de afwikkeling van fietsers en voetgangers, dat er eigenlijk een herverdeling van ruimte eigenlijk ten gunste ook van de voetgangers nog kan plaatsvinden, waardoor het eigenlijk vooral voor de fietsers en voetgangers heel aantrekkelijk wordt. En niet een race wordt waarbij fietsers eigenlijk het leven van de voetgangers weer zuur maken. Et je me suis promenée entre autres la rue de Rivoli et j'ai constaté qu'on a donné vraiment énormément d'espace au vélo, ce qui est très bon et très chouette, mais en même temps j'ai constaté qu'il y a vraiment du stress
entre d'un côté les cyclistes et de l'autre côté les piétons. Parce que certainement, il est positif qu'on a donné beaucoup plus d'espace au vélo, mais il y a une tension comme une sorte de lutte entre les piétons et les cyclistes. Et ça, c'est dangereux. Et certains moments, on avait l'impression que les piétons avaient peur des vélos. Et il faudrait arriver à une réorganisation, une réattribution des espaces afin que le cycliste et le piéton se sentent en sécurité et que le piéton accepte totalement la présence des cyclistes dans le même domaine. Merci. Merci. Alors, on a parlé de Paris, on va parler également des Pays-Bas, mais j'avais quand même une autre question, une dernière chose, une précision peut-être. Frôler la mort, c'est sans doute exagéré. Je pense qu'il faut quand même rappeler que s'il y a, alors je ne sais plus, bon an, mal an, les gens en première ronde doivent connaître les chiffres par cœur, mais une trentaine, c'est vrai, 25 ou 30 personnes qui sont tuées dans les accidents de la route à Paris, juste Paris, chaque année. À peu près la moitié, un peu moins de la moitié sont des gens qui sont à pied, parce que c'est souvent des personnes âgées qui se font renverser par des voitures ou par des motos. Une petite moitié également, c'est des deux roues motorisées, souvent parce qu'ils roulent très vite, etc. Il y a généralement en moyenne, une personne en voiture, et puis 5 ou 6 personnes à vélo. Ça doit être à peu près ça. Et donc, non, c'est pas ça. C'est moins. C'est encore 5 moins. ou 6, c'est le maximum. C'est souvent 5 ou 6 quand même. Hein. Oui, mais tout ça pour dire que... Non, c'est pas la moyenne. Et donc tout ça pour dire que... Comment ? Je ne sais pas ce qui se passe avec ces livres. Voilà, merci. Ah oui, en effet. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Donc, dire que c'est dangereux et qu'on frôle la mort, je trouve ça un peu exagéré. Je me permets de dire ça parce que du coup, ça fait quand même passer un message assez négatif. Et voilà. Alors, je voulais vous demander comment ça se passe aux Pays-Bas. Évidemment, est-ce que les Pays-Bas sont un paradis pour les enfants à vélo? Est-ce que c'est finalement d'un bout à l'autre du pays, depuis toujours, un pays dans lequel finalement c'est très simple de se déplacer effectivement sans voiture, d'être totalement en sécurité? Et peut-être que vous pouvez expliquer d'où ça vient, si ça n'est pas finalement une sorte d'ADN, comme on dit souvent. Est-ce qu'il y a un ADN néerlandais pour le vélo, ou est-ce que tout ça est le résultat de longs combats et de grandes discussions? Ja, perfecte vraag. Wij zijn inderdaad in Nederland niet geboren met de fiets. Het is zeker niet van oorsprong van oudsher in ons DNA. We hebben er echt ook wel voor moeten vechten. In de jaren 60 en 70, toen de auto in Nederland enorm populair werd, een vertienvoudiging van het autogebruik in de jaren 60, toen kwam de fiets en de voetganger ook enorm in de verdringing. De straten werden steeds onveiliger, de milieuvervuiling nam toe en heel veel doden vielen in het verkeer. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een massale demonstratie en massademonstraties eigenlijk van de burgerbeweging die toen opkwam, die eigenlijk verandering eiste. Die wilden niet meer dat hun steden werden afgebroken om meer ruimte te bieden aan allerlei autosnelwegen. Die wilden meer ruimte voor de fiets en meer ruimte voor de voetganger en weer people-oriented streets in plaats van car-oriented streets. En dat is eigenlijk het begin geweest in de midden jaren 70 van een totale omwenteling. Die ook nog samenviel met de oliecrisis, waar Friso ook al naar refereerde in de begin jaren 70. Verandering die toen is ingezet. Ja? Excellente question. Non, les Pays-Bas ne sont pas du tout nés avec le vélo, ni un vélo, et cela ne fait pas partie de notre ADN. C'est surtout dans les années 60 et 70 que nous avons récupéré, vraiment lutté pour l'espace du vélo dans la circulation. Parce que dans cette période-là, la voiture devenait très populaire et l'utilisation et l'achat de la voiture a été multiplié par 10. Donc c'est à ce moment-là que à la fois le cycliste et le piéton ont perdu leur liberté dans les centres-villes et qu'il y a eu de nombreux morts dans la circulation. Ce qui a mené et ce qui a conduit à des démonstrations de masse de la population qui protestait contre cette destruction de certains centres de ville au profit de la voiture. Et on a réclamé de plus en plus d'avoir des villes qui sont orientées vers la personne et non pas orientées vers la voiture. Ce qui fait que c'était très important qu'en même temps dans les années 70, quand il y a eu la crise du pétrole, dont Friso a parlé, on a commencé ce changement et une autre réflexion sur l'utilisation du vélo et l'espace attribué au vélo dans le centre-ville. Alors,
il y a une autre chose, est-ce que tout ça continue aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours, on a l'impression, on est dans beaucoup de pays d'Europe, en France en particulier, toujours en train d'essayer de reprendre de la place à la voiture, en fait, c'est ça dont il s'agit. En rappelant quand même, et Florent le dira, qu'à peu près 20% des habitants du quartier, des foyers du quartier possèdent une voiture quand même, hein, du part de l'arrondissement de Paris-Centre, par exemple. Et à Paris, c'est 35%. Mais est-ce qu'on est toujours en train, aux Pays-Bas, ou est-ce que les choses sont faites finalement? Est-ce que, voilà, on est arrivé au bout, ça y est, c'est un pays cyclable, c'est très bien? Ou est-ce qu'il y a encore des combats, des débats, des réactions, parfois aussi vives que ce qu'on peut connaître ici? Uiteindelijk is het nooit klaar en we zijn in Nederland nog steeds aan het werk en nog steeds aan het netwerk van fietsinfrastructuur aan het uitbreiden. Daar zijn we mee gestart in de jaren 70, maar het is een ongoing discourse. We zijn het steeds verder aan het perfectioneren met steeds meer stakeholders en het netwerk wordt steeds beter en beter. En daarbij gaat het niet alleen om een netwerk van fietsinfrastructuur, maar het gaat ook om wat soms wordt gezegd, de best bike plan is a car plan. Dus we maken het aantrekkelijker voor de fiets, maar in heel veel steden is het ook minder aantrekkelijk geworden, minder aantrekkelijk gemaakt om gebruik te maken van de auto. Omdat die beide aspecten, zowel de pull-factor en de push-factor, dus het aantrekkelijker maken van de fiets en het minder aantrekkelijk maken van de auto, die hebben ertoe geleid dat de fiets eigenlijk een hele dominante rol speelt in steden. Met aandelen van meer dan 50%, of sommige steden dus meer dan 60% die per fiets gaan. En fait, ce n'est jamais fini. Et aux Pays-Bas, on continue toujours à perfectionner, augmenter, améliorer l'infrastructure que nous avons. Par contre, oui, et nous continuons toutes les discussions avec toutes les parties intégrantes, parties participantes et tous ceux qui ont un intérêt dans la meilleure circulation dans le pays. Et il s'agit non seulement de perfectionner l'infrastructure, mais aussi de faire en sorte qu'on réduise l'usage de la voiture. Et on dit souvent que le meilleur programme, la meilleure infrastructure pour le vélo est grâce à l'infrastructure de la voiture. Il faut faire en sorte à ce qu'il soit de moins en moins attirant d'utiliser la voiture, de plus en plus incitant, de plus en plus attrayant d'utiliser le vélo. Donc c'est ces facteurs push and pull, tirer et pousser. Et c'est là où, aux Pays-Bas, on a relativement bien réussi, dans certaines villes même l'usage de plus de 50% du vélo dans l'espace et dans le transport centre-urbain. Est-ce que vous avez, comme en France, des candidats aux élections donc législatives, bien sûr, puisque vous avez un roi, mais qui arrive et qui explique qu'il ne faut surtout pas embêter les automobilistes, par exemple? Nee, in Nederland is het wel echt helemaal full swing van left tot right, zeg maar van links tot rechts in het politieke spectrum is men pro-fiets. We hebben ook een nationaal toekomstbeeld fiets recent uitgebracht, waarin meerdere partijen, meerdere stakeholders zich eigenlijk scharen achter het toekomstbeeld dat de fiets echt een van de belangrijke, cruciale pijlers is, maar ook van het nationale mobiliteitsbeleid. En daar ook nog misschien een belangrijk punt om te noemen is de combinatie tussen fiets en trein. Echt wordt heel nadrukkelijk ingezet, niet alleen voor de korte afstanden, maar ook voor de langere afstanden, de fiets-trein combinatie als alternatief voor de auto. Non, je dois vous dire que non. Aux Pays-Bas, tout le spectre politique de gauche à droite, tout le monde est pro-vélo. Et on a même fait une vision nationale pour l'avenir du vélo. Alors tous les différents courants politiques ont participé et ça fait partie du plan national pour la mobilité. Et peut-être un point à mentionner, c'est que nous avons également un lien très important entre le train et le vélo. La connexion train-vélo se développe de plus en plus et est utilisée à la fois pour les transports de courte durée comme pour les transports de longue durée. En dat is dus heel cruciaal, die fiets-trein-combinatie. Maar er zijn andere aspecten die groot zijn en belangrijk zijn, die steeds verder worden ontwikkeld.
Maar het gaat ook om kleine aspecten. Dus het gaat echt om wat wij soms onderscheid maken tussen de hardware, de software en de org. Bij de hardware echt de materiële condities, dus fietsinfrastructuur. Maar het gaat ook om educatie, marketing en communicatie. Dat noemen wij dan de software of de mindware. Dus changing the minds of people, changing the hearts of people. En de orgware is het laatste element wat cruciaal is in Nederlands beleid. Dat is de governance. Alle stakeholders bij elkaar brengen en vooruit pushen. En die 3 elementen in Nederland zijn wel echt helemaal aligned. En helpen erbij dat het fietsbeleid eigenlijk een groot succes is. Oui, un autre élément important pour ce lien entre le vélo et le train, ce sont différents aspects. Il y a différents aspects qui se développent et entre autres ce nous appelons le hardware, le software et le hardware, donc tout ce qui est logiciel, matériel et l'organisation. Et par exemple, le software, le logiciel, c'est sous forme d'éducation. Toute la formation, l'éducation pédagogique qu'on peut utiliser pour convaincre les gens de l'intérêt de l'usage du vélo. Et le hardware, ça veut dire tout ce qui est l'organisation, la gouvernance. Toutes les parties prenantes sont impliquées dans la gouvernance au niveau national afin de pousser un usage du vélo au maximum. Et là, on voit qu'il y a une très grande cohérence et que tout le monde est d'accord. Il y a une uniformité nationale à stimuler l'usage du vélo. Merci Lucas, on reviendra tout à l'heure aux Pays-Bas. Je vais me tourner maintenant vers Sandrine Despaux, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Vous êtes psychologue et notamment vous êtes l'autrice, corrigez si je n'ai pas le titre exact, mais vous êtes l'autrice d'une thèse sur l'autonomie et les déplacements des enfants en milieu urbain. Alors peut-être une question toute simple d'abord, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Votre micro est coupé? Non. Si, son micro est coupé. Où ça? Ah oui. Non, on ne s'entend pas. Non. Je lis sur vos lèvres, mais non, on ne s'entend pas. Je ne sais pas. Alors. Est-ce que ça peut être l'ordinateur parce que je l'entends très 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 faiblement? Ah bah c'est ça. Donc c'est l'ordinateur. Mon son est au maximum. Dites-vous. Et donc. Ah oui. Vous pouvez essayer de le faire. On vous entend pas encore, mais il va... Encore un peu. On l'entend. Allez, essayez de parler un peu, peut-être. Ah. Bravo, ouf, on est soulagé quand même. Alors, allez-y. Oui, alors ça fait 3 fois que je dis bonjour, donc je vais... Excusez-moi, je ne sais pas si ça vient de chez moi, mais je ne peux pas régler mieux. J'ai tout... voilà. Vous m'entendez bien? Oui. Quelqu'un me dit plus fort au fond de la salle. Donc je suis ravie d'être avec vous et déçue, enfin avec vous déjà virtuellement, mais déçue de pas être avec vous physiquement. Donc oui, la question que vous me posiez, pourquoi avoir choisi ce thème? Pourquoi avoir fait une thèse? Alors en tant que psychologue, le premier intérêt portait sur le développement de l'enfant, et en tant que psychologue, je m'intéressais à l'importance de l'environnement de vie, dans les questions de développement et de bien-être de l'enfant. Et puis très vite, une attention particulière a été portée du côté de la psychologie environnementale, qui s'intéresse à la question de tout ce qui est transition écologique et changement de comportement. Et à l'époque, dans fin des années 90, dans la littérature, on observait du côté du développement de l'enfant et son rapport à l'environnement,
on observait une très importante régression de la mobilité active, en gros des déplacements, et donc quelque part d'une autonomie de déplacement qui devenait de plus en plus faible. Et là, je me suis posé la question de l'impact de cette autonomie, ou de cette régression de l'autonomie, en la mettant en lien, ou en la voyant comme un enjeu plus important, en la mettant en lien avec l'ensemble du contexte, et notamment celui de la famille, et en posant l'hypothèse que si régression d'autonomie il y avait chez l'enfant, elle pouvait être questionnée par l'ensemble des contextes de vie et qu'elle pouvait aussi elle-même avoir des répercussions ou être en lien avec la mobilité des adultes et notamment celle de la famille. Alors justement, je vais essayer de tourner l'ordinateur. C'est compliqué. Ah oui. Ah oui, alors on va pas. Alors du coup, vous ne me verrez pas, je suis désolé. Vous m'entendez? Oui, vous avez étudié, vous avez mené une enquête dans plusieurs types de villes, vous allez nous dire, je crois notamment à Paris et puis à Montigny-Bretonneux dans les Yvelines, donc en grande couronne. Et c'est un petit peu ce que vous disiez à l'instant, c'est quels sont les éléments finalement qui influencent la mobilité des enfants dans les différents types de territoires. Finalement, est-ce que la manière, on imagine que la manière dont les parents se déplacent doit jouer son rôle, mais peut-être que c'est pas le seul critère. Oui. Alors, à l'époque, effectivement, j'ai comparé plusieurs terrains, Montigny et Paris, en posant l'hypothèse que la structure urbaine, le trafic, tout un ensemble de facteurs liés à l'environnement et notamment à l'aménagement pouvaient avoir un rôle dans cette autonomie. Et en comparant, très vite, les résultats ont montré qu'en fait, les enfants les plus autonomes n'étaient pas forcément ceux qu'on pouvait attendre, donc pas forcément les enfants de Montigny-Bretonneux. Qu'à Paris, les enfants se déplaçaient plus souvent seuls, avec des distances parcourues plus importantes, mais que malgré tout, la question du trafic routier et de la sécurité routière restait un enjeu important. Donc, parmi les facteurs qui sont importants dans la question de l'autonomie, alors à l'époque c'était juste le déplacement à pied, le vélo était encore vraiment pas quasi absent. La question des distances parcourues est un facteur très important qui rentre aussi en ligne de compte dans les prescriptions des parents, la surveillance, mais aussi les autorisations que les parents peuvent donner. Et au-delà de ces facteurs, on va dire, d'aménagement, j'avais aussi analysé des données d'accidentologie de l'époque de l'enquête, donc à Montigny et à Paris. Et ce qui était assez intéressant, c'est de voir que les taux d'accidents de la route sur la période d'enquête, le taux était important à Paris, mais il impactait plus fréquemment des deux roues, avec une gravité, on va dire, présente, mais beaucoup moins importante qu'à Montigny-Bretonneux. Là, on observait moins d'accidents, mais quand il y avait des accidents, alors c'était dans les zones d'études, c'est pas sur l'ensemble de Paris ni sur l'ensemble de Montigny, c'est vraiment sur les secteurs qui couvraient, en gros, les secteurs scolaires. Et donc à Montigny, la gravité d'accident était beaucoup plus importante et touchait des enfants, et il y avait notamment un décès d'enfant. Donc là, ça m'a interrogée. Et je me suis posé la question de quel est l'impact finalement de cet environnement. Et ça pose la question on appellerait en sécurité routière, de la transposition des compétences de l'enfant et du rôle des compétences de l'enfant dans la construction de l'autonomie et dans sa capacité à s'adapter à des univers routiers différents. Alors peut-être pardon, si vous permettez, juste avant de développer cet aspect qui est très important, il y a une chose qui m'étonne dans ce que vous dites, c'est pourquoi vous attendiez à ce que les enfants se déplacent davantage à pied à Montigny-Bretonneux qu'à Paris? Moi j'aurais pensé l'inverse, mais pourquoi est-ce que vous aviez ce présupposé-là? Parce que j'avais fait le choix les trois environnements urbains que j'ai pris, je les ai pris en fonction de, on va dire, l'historique de l'aménagement et de la capacité à offrir des zones piétonnes, on va dire, aux habitants. Et à Montigny-le-Bretonneux, c'était une zone assez résidentielle avec des centres piétonnières beaucoup plus importantes que ce qu'on peut trouver à Paris. Mon quartier à Paris, des sentiers en fait, des ruelles, des sentiers, c'est ça, des espaces verts en fait un peu. Voilà, et à Paris c'était le 11e et le 13e. Alors à l'époque, dans le 13e, ils commençaient à
enfin, on était à l'époque des quartiers dits tranquilles, donc avec des zones de modération de la vitesse, faire en sorte que les voitures circulent moins, en tous les cas donner plus d'espace aux piétons, mais c'était encore très balbutiant. Et l'autre quartier, le 11e, là pour le coup, c'est là où je m'attendais à avoir moins d'enfants se déplaçant seuls et sur des distances plus courtes. C'est le 11e à Paris avant l'aménagement de la place Léon Blum. Donc voilà. Et alors, pour rester dans les proportions, j'ai pas interrogé non plus des milliers d'enfants, mais je les ai interrogés avec des enquêtes un peu fines et qualitatives, et c'est vrai que voilà, c'est ce qui ressortait. Et ce qui était aussi intéressant de voir, c'est qu'à Montigny-le-Bretonneux, les enfants se déplaçaient moins souvent seuls, plus souvent entre copains, entre groupes de pairs, et qu'une crainte que les parents pouvaient avoir, et c'est là aussi où je pointe un autre niveau et un autre facteur qui m'intéresse, et je pense compte tout autant que le trafic routier, c'est le rôle des parents et le rôle de l'éducation. Et à Montigny, une des conditions pour laisser son enfant faire un trajet seul, c'est que soit qu'il soit accompagné de père, soit qu'il pratique des espaces qui ne sont pas, où l'enfant n'est pas isolé dans l'espace public. Autrement dit, les espaces où il y a un petit peu de monde. Et quand on regarde les espaces où il y a du monde, si on sort des centres piétonnières, ben c'est forcément des axes assez routiers. Et j'ai le souvenir d'un parent qui, en entretien, me précisait qu'il préférait savoir son enfant être sur un trottoir sur une grande avenue que dans une centre où il n'y a personne la journée, notamment en rentrant de l'école. Donc là, on est face à des paradoxes qui, de mon point de vue, sont intéressants parce qu'on va mettre en avant la question du social, de la présence d'autres piétons, d'autres usagers de la route, au détriment finalement d'un autre type de sécurité qui, lui, peut être tout aussi impactant et qui demande des compétences à l'enfant, notamment comprendre une situation routière, la question des règles de priorité, et puis aussi des formes d'attention que l'enfant n'a pas forcément. Alors voilà. Pour résumer, d'un côté, vous avez des parents qui ont peur de la circulation, du trafic motorisé, et de l'autre, des parents qui ont peur des gens. C'est un petit peu ça. Exactement, tout à fait. Est-ce que, du point de vue de l'enfant, est-ce qu'on retrouve la même chose? Est-ce que les enfants ont peur des mêmes choses que leurs parents, finalement? À l'âge où j'interrogeais, l'âge que les enfants avaient, c'est un âge où ils sont très sensibles aux normes transmises par les parents. C'est quel âge? C'est les dernières classes de primaire, donc c'est là où commence à se construire les normes, les règles. Et j'avais tout un panel de questions qui portaient sur les prescriptions parentales, et puis après à l'enfant, je lui posais des questions sur ce qui lui semblait dangereux, important, là où on lui disait de faire attention. Et là, on ressortait clairement ce que pouvait... J'ai interrogé parents et enfants, et là, je retrouvais le discours des parents, alors que j'interrogeais parents et enfants séparément. Donc, effectivement, il y a à cet âge-là, on est en pleine construction, en pleine socialisation, donc les règles, les normes se construisent à ce moment-là. Et donc voilà. Alors après, selon le niveau d'autonomie des enfants, il y a une distance qui commence à être prise par l'enfant et qui fait qu'à un moment, il est capable, et il est même fier de pouvoir observer des choses que les parents n'observent pas et puis retrouver de la confiance là où avant, la confiance était, on va dire, plus faible ou pas forcément consentie du côté du parent. Est-ce que il y a une particularité qu'on retrouve en ville, qu'on retrouve un peu partout, mais qu'on retrouve notamment en ville, qui est la scolarisation, on appelle ça le contournement scolaire. C'est clairement, les enfants ne vont pas à l'école dans le quartier, mais à l'école qui est parfois beaucoup plus loin, pour tout un tas de raisons, parce qu'ils veulent faire, je ne sais pas ils veulent apprendre le néerlandais par exemple, ou ils veulent faire totalement autre chose. Et souvent, il y a aussi, il faut le dire, c'est très connu évidemment, de la part des parents, la volonté de les mettre dans une autre école, parce que l'école du quartier ne serait pas assez bien. Est-ce que d'abord ce phénomène, vous l'avez constaté, et est-ce que vous avez, donc ça implique évidemment, dans ce cas, beaucoup plus facilement des déplacements en voiture, parce que c'est plus loin, et qu'il y a aussi c'est plus loin, c'est peut-être plus compliqué, peut-être que ça arrange aussi le parent de faire ce trajet en voiture, enfin, donc, voilà. Est-ce que vous l'avez constaté, et est-ce que ça a une influence également sur la manière dont l'enfant se déplace pour les autres trajets?
Est-ce que du coup il est moins autonome, quel que soit d'ailleurs le terrain justement? Alors, la question de la scolarisation, des contournements scolaires et cette question de la mobilité, c'est une question qui est délicate parce qu'elle pose la question du sens des causalités. Mais à Paris, à l'époque où j'ai fait mon enquête, j'ai pas interrogé non plus énormément de classes, mais j'étais dans 3 écoles finalement. Sur Montigny et toutes les écoles, il n'y avait pas spécialement de contournement scolaire. Là où je fais les dernières enquêtes à Rennes, il y a quelques... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça du contournement, c'est de l'arrangement fait d'un rapprochement de l'école par rapport au travail de la mère. C'est des parents qui sont pas séparés, mais qui ont des modes de vie un peu particuliers. Et où là, l'enfant, effectivement, on lui impose d'aller dans une école qui ne fait pas du tout partie de son secteur et ça lui impose une partie du trajet en voiture, mais pour autant, au moment du passage en 6e, l'enfant, très rapidement, sans aucune préparation, a eu à se retrouver à prendre le bus, même 2 bus, et pour aller retrouver un des parents au travail, et puis après, il continue en voiture. Donc la question du contournement et de l'habitude finalement à se déplacer ou pas à pied ou en voiture, on pourrait se dire, est-ce que le contournement, c'est pas avant tout une manière de préserver, d'encadrer l'enfant? C'est souvent ce qui est recherché dans le contournement scolaire, c'est un encadrement qu'on aurait pu dans l'école publique. Enfin, voilà, pose question, quelle forme d'encadrement on veut aller, mais en tous les cas, voilà, on va se dire que c'est ça. Et cette forme d'encadrement pourrait effectivement poser l'hypothèse qu'elle se retrouve jusque dans les modes de déplacement, puisque accompagner son enfant en voiture, c'est encore être dans un encadrement, une protection, et aussi une illusion de la maîtrise du temps. Et ça, je pense que c'est aussi un autre point important, puisque la notion de distance, finalement, elle a aussi à voir avec la maîtrise du temps. Et se déplacer en voiture donne l'illusion qu'on va plus vite que se déplacer à pied ou à vélo. Oui, alors justement, je pense qu'il y a aussi ça. Donc, oui. On pourrait, oui, se dire qu'il y a une forme de culture, on va dire, de la mobilité qui s'inscrit dans des styles de vie familiaux et des modèles de comportement. Je sais que vous avez travaillé sur les pédibus et sur les vélobus, et je voulais vous interviewer là-dessus, mais d'abord, c'est peut-être un peu plus tard, parce que là, du coup, ça m'intéresse beaucoup, cette histoire de maîtrise du temps. Ça revient vraiment tout le temps dans les débats sur la mobilité, c'est comment voulez-vous que je me déplace à vélo, parce que je n'ai pas le temps, il faut absolument que je prenne ma voiture. Peut-être pas ici, en plein centre de Paris, mais enfin, on l'entend souvent. Est-ce que, de quelle façon vous avez observé ça? Est-ce que ce rapport au temps, il est finalement cette espèce d'incroyable illusion qu'il faudrait absolument gagner toujours plus de temps? Alors la première fois que vraiment concrètement la question de la maîtrise du temps s'est posée, elle s'est posée notamment en travaillant sur les pédibus. Des enfants qui avaient pour habitude d'aller en voiture, tout d'un coup on leur demandait d'aller en pédibus. Donc ça, on va expliquer ce que c'est qu'un pédibus peut-être. Vous pouvez le dire? Ok, je le fais ou vous le faites? Allez-y. Un pédibus, c'est en gros un groupe de parents, on va dire une caravane d'enfants qui est menée par un ensemble de parents volontaires durant les trajets scolaires. C'est un peu comme un bus, mais voilà, c'est à pied, donc c'est un ensemble d'enfants qui sont conduits par des parents volontaires. Et il y a des arrêts, donc on récupère des enfants au fur et à mesure du trajet et on les accompagne à l'école. Les enfants attendent aux arrêts, ils attendent comme ça, ils sont là debout, et quand la caravane arrive, en fait l'enfant vient avec eux. Donc on les récupère et voilà. Et alors il y en a des formes très très diverses, que ce soit en termes d'homogénéité d'âge, d'un point de vue homogénéité sociale aussi. Alors c'est souvent des gens de même catégorie sociale, qui pose question de la forme d'entre-soi qui se crée. Mais vous aviez dit, pardon, du coup je reviens en arrière un peu, vous avez dit, vraiment quand l'enfant passe de la voiture au pédibus, il y a la question du temps qui se pose. Oui, parce que parmi les enfants que j'ai pu interroger ou les familles qui s'impliquaient dans les pédibus, je voulais comprendre pourquoi ils s'impliquaient, puis ce que ça pouvait produire dans leur quotidien ou dans leur rapport à l'espace et à l'environnement. Et beaucoup d'enfants, qui n'étaient pas contre le pédibus, mais qui le pratiquaient malgré eux, puisque c'était plus ou moins les parents qui leur indiquaient de se conduire comme ça à l'école.
un des premiers éléments, et qui est aussi décrit par les enfants, c'était de dire, en fait, le pédibus, vous voyez comme c'est un effort, mais on n'est pas contre et on est content de le faire, mais c'est quand même un effort parce que ça nous impose de partir plus tôt qu'on y va à pied, et parce qu'aussi on doit attendre la caravane. Donc on est obligé de partir plus tôt que si on part en voiture. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, là c'est plus ce qu'on va retrouver chez les parents, c'est la question de la chaîne d'activité ou la chaîne des navets d'un parent qui va déposer un enfant parce que c'est sur son trajet pour le travail, ou qui le soir va récupérer un enfant et va en profiter pour aller faire d'autres navettes. C'est tout ce qu'on appelle le chaînage des activités, où là on a l'impression qu'en récupérant en voiture ou en amenant en voiture, on maîtrise toute cette chaîne d'activités qu'on n'a pas forcément. Alors on l'a à pied, mais on l'a pas forcément à vélo. Qu'est-ce qu'on n'a pas à vélo? On n'a pas la maîtrise de la chaîne d'activité à vélo, c'est ça? Voilà, on n'a pas forcément la maîtrise de la chaîne d'activité, parce que le vélo, il faut le garder, ça prend du temps. Ça, c'est aussi un autre point que me racontait mes parents, qui pratiquaient le pédibus et qui étaient par ailleurs des parents cyclistes. Voilà, il y avait quand même pas mal de parents déjà très sensibles à l'environnement et qui avaient déjà commencé, on va dire, à être dans une mutation de leur déplacement. Donc oui, l'illusion de la maîtrise du temps, elle est vraiment, et elle est très très forte chez les enfants, notamment parce que quand on leur indique de faire un déplacement seul, s'il y a une chose qui est importante, du côté du parent pour l'enfant, c'est qu'il maîtrise un horaire qu'on lui donne, et ça c'est une manière d'être assuré que l'enfant ne traîne pas en fait. Donc, il y a l'idée qu'il ne faut pas que l'enfant traîne, donc il faut qu'il respecte un temps, et l'enfant lui-même, quand il fait ses choix d'itinéraire, on voit bien qu'il les fait aussi en fonction du temps qu'il va passer, par exemple, à attendre pour traverser, ou à attendre s'il doit attendre quelqu'un. Voilà. Alors, donc c'est pour ça que je parle de maîtrise du temps, on la voit vraiment. Alors c'est très micro, mais... Non, c'est tout à fait passionnant parce qu'on retrouve vraiment ce que chacun d'entre nous aussi vit ou a vécu à différents moments. Alors, on va revenir après, je vous reposerai des questions ensuite, mais je voudrais quand même avoir la réaction de Lucas de la Dutch Cycling Embassy sur ce rapport au temps. En fait, cette impression qu'il faut d'abord, premièrement, maîtriser le temps, et ensuite que finalement c'est en voiture que ça se ferait le mieux, éventuellement à pied, mais qu'à vélo on est déjà un peu moins certain, parce qu'en plus si jamais on ne maîtrise pas le temps, eh ben, ça veut dire autre chose, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas l'enfant. Est-ce que c'est un peu ça? Ja, zeer interessant thema. Het verhoudt zich tot wat we in Nederland noemen het spitsuurgezin. De gezinnen die het heel druk hebben, de hectiek van het dagelijks leven, meerdere kinderen en taken moeten combineren en daardoor van hop naar herreizen om de verschillende activiteiten in tijd en ruimte te combineren. En daardoor wordt ook wel eens onderzoek naar gedaan dat daardoor ook autoafhankelijkheid aan het ontstaan is. Maar we zien ook dat er heel veel gezinnen dat juist met de fiets doen. Dat juist dat taak combineren, met name door vrouwen die vaak parttime werken en de verschillende activiteiten in ruimte en tijd op een goede wijze combineren, dat die dat met de fiets het snelste en gemakkelijkste en meest flexibel doen. Heel klein concreet voorbeeld. De bakfietswijken die aan het ontstaan zijn, bijvoorbeeld in wijken in Amsterdam, cargo bike neighborhoods, waar mensen met de cargo bike de kinderen naar school brengen en dan met die cargo bike ook nog boodschappen doen en naar het werk gaan. Dus de ultieme manier om die verschillende activiteiten te combineren is vaak ook juist het snelste met de fiets, met name in stedelijk gebied, veel sneller en gemakkelijker dan met de auto. Ça, c'est vraiment une question très intéressante et nous appelons ça vraiment les familles heures de pointe. Là où il y a un moment précis ou une durée précise, il y a différents enfants à déplacer, différentes tâches à effectuer et différentes activités à combiner. Donc, c'est là, ces heures de pointe, où on sent qu'il y a une espèce de tension entre à la fois la gestion du temps et la gestion de l'espace. Et c'est là où on pense parfois que la voiture est beaucoup plus utile et qu'on crée une sorte de dépendance de la voiture. Mais aux Pays-Bas, on a constaté qu'il y a beaucoup de femmes, parce qu'aux Pays-Bas, beaucoup de femmes ont un travail à temps partiel,
qui s'occupent des enfants et qui font beaucoup de ces déplacements à vélo justement, parce que c'est plus rapide, c'est plus facile et c'est beaucoup plus flexible. Et on a des quartiers qui s'appellent les quartiers vélo-cargo. Vous les avez peut-être vus aussi. Donc la maman, elle amène ses enfants dans le vélo-cargo à l'école, ensuite elle passe au supermarché et ensuite elle va au travail ou sens inverse. Et on se rend compte qu'il y a des quartiers qui ont été créés justement où l'usage du vélo-cargo est très utile et très commode et qu'on peut se déplacer bien plus rapidement et bien plus facilement qu'on l'aurait fait en voiture. Merci Lucas. On va accélérer un petit peu, je suis désolé, on reviendra un petit peu sur la question des vélobus et des pénibus après avec Sandrine Despaux. Mais je voulais vous demander à Florent Giry, vous êtes donc adjoint au maire de Paris-Centre. Alors peut-être une question tout simplement, d'abord, il y a combien d'enfants scolarisés à Paris-Centre aujourd'hui? Il y a 100 000 habitants, c'est ça? Oui, environ 100 000 habitants dans Paris-Centre. Alors j'ai récupéré le nombre d'enfants en primaire. On m'a indiqué environ 4200, un peu plus pour les hors instituts spécialisés, hein, évidemment. Donc on doit être, si on ajoute les maternelles, les collèges, les lycées, on doit être un peu moins de 10 000, j'imagine. D'accord. Et 10 000. Un peu moins de 10 000, je pense, tout compris. Mais le chiffre précis que j'ai, c'est 4 200 pour les primaires, l'école primaire. Et alors, autre chose, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aura un jour des rues à vélo-cargo dans les rues de l'hypercentre de Paris, qui est quand même aussi l'arrondissement le plus dense, et le plus ancien en tout cas? Oui, alors c'est vrai que le centre de Paris a cette particularité qui n'est pas propre uniquement à notre arrondissement, mais qui est très forte ici, c'est que nos rues sont très très anciennes. Paris-Centre, les arrondissements qui composent Paris-Centre, hein, c'est des 1, 2, 3, 4, ce sont les plus anciens de Paris, avec le quartier latin qui est à rive gauche. C'est un des secteurs qui ont à la fois échappé en grande partie à la rénovation urbaine d'Haussmann. Dans ce quartier, c'est très manifeste, dans le Marais, dans le Sentier, également dans le 2e arrondissement, dans le quartier Montorgueil. Et c'est aussi des quartiers qui ont échappé aux grandes rénovations urbaines du XXe siècle. Pour l'anecdote, ici, on a failli avoir un magnifique projet du Corbusier qui visait à raser entièrement le secteur historique du Marais pour mettre des beaux grands ensembles géométriques. Ce qui veut dire que nos rues sont particulièrement étroites, encore plus qu'ailleurs, et aussi protégées au titre du patrimoine, et donc on ne fait pas ce qu'on veut en termes d'aménagement. Donc je ne sais pas si on aura des rues vélo-cargo un jour. En tout cas, par contre, les vélo-cargo sont effectivement, je partage, un outil et aussi un symptôme de cet essor du vélo familial qui nous intéresse aujourd'hui. Alors quels sont les outils qui sont mis en place dans l'arrondissement, alors plus généralement dans Paris, mais plus spécialement quand même dans l'arrondissement, pour amener et encourager les enfants particuliers à se déplacer à vélo, parce qu'on en est là aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'à Paris, et à Paris-Centre en particulier, la densité du bâti est telle que l'école primaire en tout cas et maternelle sont souvent accessibles très très facilement à pied dans des rayons qui font quelques centaines de mètres en général, sauf contournement scolaire ou école privée évidemment. Donc c'est vrai que la question aller à vélo, aller à l'école à vélo quand on est en primaire à Paris, elle est peut-être pas à prendre uniquement cet angle-là, mais c'est plutôt comment on va à pied ou à vélo à Paris ensemble. Et on retrouve par contre dans la chaîne de déplacement des parents qui emmènent leurs enfants à vélo parce qu'eux-mêmes derrière continuent leur trajet pour aller au travail à vélo. D'où les vélos cargo, les vélos long tail avec des sièges enfants, etc. Alors comment on fait pour encourager ou continuer à avoir ces trajets à pied ou à vélo? C'est quelque chose qui est à la fois localisé et diffus. Le localisé, c'est la politique de rue aux écoles, ces apaisements des abords des établissements scolaires qui ont pris de l'importance sur cette mandature, qui avait déjà commencé de façon un peu épisodique, pas qu'à Paris d'ailleurs, précédemment. C'est un principe, c'est que quand une rue contient une école et qu'on peut la piétoniser, parce qu'il n'y a pas d'entrée de parking, pas de commerce qui a besoin de livraison quotidienne, etc., et ben on arrive avec des barrières. On peut parfois avoir un aménagement avec de la végétalisation quand c'est possible et que les réseaux souterrains le permettent. Et puis quand c'est pas possible, on peut quand même avoir des aménagements pour réduire la circulation, créer des aires piétonnes, même si elles sont encore ouvertes aux riverains et à la livraison, réduire les vitesses, agrandir les trottoirs, etc. Ça, c'est les abords immédiats de l'école. C'est de façon à donner un signal que l'espace public est accueillant. Et ensuite, il faut travailler sur le parcours. Le parcours qui va de l'école jusqu'à l'habitant, à la résidence, et inversement évidemment. Donc ces parcours, comme je le disais, ils sont souvent assez courts à Paris, hors des écoles privées qui peuvent avoir une zone de chalandise plus importante. Et c'est là où on a le nœud du problème, la difficulté, c'est que ça nécessite toute une myriade de mesures. À la fois la réduction des vitesses. Par exemple, Paris est passé en zone 30 et tout Paris-Centre, y compris les grands axes, sont en zone 30.
La question par contre du contrôle, qui n'est pas encore acquis aujourd'hui, et du respect, voilà. Donc voilà. La question des aménagements cyclables lorsqu'on veut que les gens viennent à vélo, avec, comme on disait tout à l'heure, des progrès réels qui sont faits. Par exemple, on a encore 2 chantiers de pistes cyclables qui vont là s'engager cet été avec à Paris Centre, donc on a vraiment une dynamique importante, mais le chemin est encore très très long pour avoir un maillage total de l'ensemble des grands axes. Et puis pour les petites rues, réduire la circulation. Et c'est vrai que dans nos petites rues, comme le Marais ici par exemple, on a encore des itinéraires de transit indus, parfois liés à des GPS, Waze, etc., qui va conseiller des itinéraires malins pour pouvoir gagner quelques minutes en voiture. Alors, juste, on arrive sur ça. Trafic de transit, pas du tout, mais trafic de transit, c'est simplement, c'est des raccourcis. Exactement. Voilà, c'est ça. Je suis en voiture, je prends un raccourci qui me fait passer rue Vieille du Temps. Exactement. La rue du Temps, qui est la rue qui est juste là. Et donc, comme c'est un raccourci, je vais vite, parce que d'abord, c'est pas écrit que je dois être à 30, et puis en plus, je vais vite, parce que c'est le principe même du raccourci. C'est le principe du raccourci, je veux aller vite, quoi. C'est exactement ça. Et donc ça, c'est vraiment un travail de fond qu'on a commencé, nous, ici, dans ce quartier, d'ailleurs, par le Marais, qui touche à la révision du plan de circulation. Alors, c'est un sujet qui est techniquement compliqué. Il faut que tu expliques un peu ce que c'est. Voilà, exactement. Un sujet qui est techniquement compliqué, politiquement sensible. Alors, qu'est-ce que c'est un plan de circulation? C'est le sens dans lequel on peut circuler dans les rues. C'est la hiérarchie viaire, c'est-à-dire quelle rue on va déterminer qu'elle a un statut d'axe structurant avec de la circulation de transit, et quelle rue doit avoir un statut d'axe uniquement de desserte locale. Évidemment, on utilise des critères comme le gabarit naturel des voies, comme aussi le maillage qu'on choisit. C'est à la fois un choix lié à la morphologie des voies, mais aussi un choix politique de dire telle rue, parce qu'elle n'a pas justement l'équipement scolaire, le centre de santé, peut avoir plus de trafic, et telle autre, au contraire, doit être absolument préservée. Une fois que cette hiérarchie posée, il y a tout un jeu, qui n'est pas un jeu, mais qui est un travail technique de modification des sens de circulation, avec des techniques que je vous épargne, mais les Pays-Bas ont très largement documenté et pavé ce chemin, et on s'en sert aujourd'hui en termes de méthode de construction des plans de circulation. Le principe étant, en réalité, en 2 mots, de dire qu'on ne peut plus traverser un quartier de part en part, en voiture. Toutes les rues restent desservables en transport, parce qu'il y a des parkings souterrains, il y a des livraisons, il y a des habitants qui ont besoin de leur voiture s'ils sont handicapés ou qui ont une voiture tout simplement. Donc toutes les rues sont toujours accessibles. Par contre, on ne peut plus traverser le Marais, par exemple, d'une traite. C'est ce qu'on est en train de faire pour le Marais. D'ailleurs, on a eu presque 1 an de concertation avec des ateliers, avec les commerçants, les riverains, les associations de cyclistes, les parents d'élèves. Un peu houleux, parce que quand on change les temps de trajet en voiture, même quand c'est que 20% des habitants qui ont des voitures, et encore, ils n'utilisent pas quotidiennement en général, ça crispe, on le sait. Mais voilà, c'est nécessaire pour avoir des trajets sécurisés, notamment pour les enfants, mais pas que pour les enfants. Et donc là, par exemple, pour le Marais, très concrètement, à partir du second semestre 2022, ça va durer 6 mois, 1 an, on va avoir une vingtaine de modifications, une vingtaine de tronçons de rue, pour créer justement cette impossibilité à traverser d'une traite. Et donc on va présenter ça en réunion publique en juillet. D'accord, je reviens juste sur un point précis, c'est en gros les gens qui ont une voiture doivent pouvoir, et je crois que c'est une doctrine générale à Paris, accéder en voiture chez eux. En fait, je voudrais vous demander à Lucas ce qu'il en pense quand même. Parce que c'est le principe. Quand j'achète une voiture demain, et donc je dois pouvoir exiger de pouvoir accéder à mon domicile, donc ne pas marcher quoi. En fait, je dois arriver chez moi en voiture. Alors il y a une nuance qui est entre les personnes qui ont un parking souterrain, un parking privé, et puis simplement les gens qui ont une voiture mais qui la garent sur l'espace public. Les personnes qui louent ou qui sont propriétaires d'espaces souterrains ou de garages privés, les priver de leur accès à leur parking, ça revient en fait à l'expropriation. Et ça c'est compliqué. Ça voudrait dire qu'il faudrait dédommager les personnes, et puis en termes de politique publique et de liberté de déplacement, en tout cas c'est pas du tout la position que nous on choisit, même en étant très pro-vélo et très pro-marche. En revanche, la plupart des Parisiens se garent sur l'espace public, le nombre de places de stationnement dans l'espace public réduit, on a une politique qui doit assumer de réduire de moitié le stationnement sur l'espace public d'ici 2026, donc c'est très important en termes de rythme, et effectivement, dans ces configurations-là, il n'y a pas un droit à se garer en bas de chez soi. La densité du tissu commercial, notamment à Paris-Centre, étant ce qu'elle est, on a dans quasiment toutes les rues des commerces en rez-de-chaussée. Pour le coup, pour les livraisons, notamment les commerces alimentaires qu'on veut absolument préserver dans le cœur des quartiers pour se préserver des effets du tourisme important qui peut avoir que des commerces pour touristes, sinon on va absolument garder des commerces de bouche notamment. Ça suppose des accès en livraison très très proches des boutiques, et donc de pouvoir accéder au moins à certaines heures, ou au moins pour certaines catégories d'usagers, et donc de ne pas fermer entièrement la rue à la circulation. Et le vélo cargo pour la livraison?
Le vélo cargo se développe de plus en plus, et d'ailleurs, on va inaugurer... Je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'obliger à un moment? Dire, vous faites des livraisons, aucun problème, mais faites-les à vélo. Évidemment, il y a des hubs qui sont, qui vont être un petit peu plus loin, qui sont... Mais alors là, je prends le je sais pas. Moi, en tant qu'élu, j'ai une responsabilité, c'est qu'avant d'obliger les gens, il faut que je donne des solutions pour pouvoir se rencontrer. Elle est là, la solution. Le vélo cargo, c'est une solution. Le vélo cargo, c'est une solution, mais les hubs logistiques, ils sont encore en devenir. On a 2 expérimentations en cours, justement, de hubs logistiques à Paris-Centre, notamment un dans la rue du Grenier-Saint-Lazare. On convertit, c'est un ancien parking voiture en souterrain, en plateforme logistique pour le cyclo-logistique. Il va ouvrir en travaux, il va ouvrir en septembre. Et ça va permettre, normalement, de permettre à tout le quartier, notamment du Sentier, dans le 2e arrondissement, qui est avec des rues très étroites, et notamment à tous les textiles qui sont dans le Sentier, de se faire livrer en vélo cargo. On va voir si ça marche bien avec les commerçants de cette appétence-là. Moi, c'est un peu trop libéral peut-être. L'interdiction me gêne toujours. Je préfère des incitations bien menées. L'interdiction, c'est le dernier recours quand on estime qu'on a tout fait pour inciter que malgré tout les gens soient récalcitrants. Pourquoi pas interdire? Mais on n'est pas encore au bout du chemin pour aujourd'hui dire au Franprix qui est au coin, lui dire ok, toutes tes livraisons alimentaires quotidiennes de fruits et légumes frais, tu vas le faire toutes en vélo cargo. Là, clairement, aujourd'hui, l'infrastructure, elle n'est pas encore... Le Franprix, c'est déjà un plus gros magasin. Voilà. Enfin bon, on peut en discuter. Je disais pas interdit, je disais obligé, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Je voulais avoir la réaction de Lucas sur ce sujet, et après, on va ouvrir les questions. Ja, een heel ingewikkeld onderwerp, natuurlijk ook altijd een catch-22, een soort spagaat aan het dilemma inderdaad, van laat je nou die auto's toch toe of de bevoorrading van winkels. In Nederland hebben we het zo gedaan dat we in heel veel steden hebben traffic circulation zones, dus verkeerscirculatieplannen geïmplementeerd, toegepast. Wat betekent eigenlijk dat 80% van alle straten in de binnensteden van Nederlandse steden zijn autoluw gemaakt. Daar is dus heel fijn, er is een enorme verblijfsruimte gekomen waar ook kinderen kunnen spelen, waar het veiliger op straat is om met de fiets en als voetganger te bewegen. En het autoverkeer en ook het vrachtverkeer is gebundeld op een aantal aangewezen routes. Dus je hebt een bundeling van verkeer eigenlijk naar een aantal hoofdroutes. En waardoor het doorgaande verkeer en ook het er is eigenlijk alleen nog maar bestemmingsverkeer mogelijk in bepaalde straten, maar die hebben vaak wel een enorme omrijfactor. Dus het is nog steeds wel mogelijk, maar de drempels zijn veel hoger geworden doordat mensen moeten omrijden. En voor het aanleveren van goederen wordt inderdaad steeds meer gebruik gemaakt van cargo bikes, maar ook van hele specifieke venstertijden, specifieke momenten waarop het vrachtverkeer toegang heeft en op andere momenten niet. Dus op die manier het bundelen, het uitschuiven van het doorgaande verkeer naar een aantal hoofdwegen en het autoluw maken van heel veel straten door het verkeer op te knippen, de verkeersstraten op te knippen, is het veel aantrekkelijker gemaakt voor voetgangers en voor pedestrians, voor fietsers. En ik denk dat dat ook eigenlijk principes zijn die heel goed hier zouden kunnen passen. In ieder geval de straten waar ik met Olivier heb rondgewandeld vandaag, waar dat uitstekend toegepast zou kunnen worden. Oui, c'est évidemment un sujet extrêmement délicat et compliqué. C'est un peu le grand écart entre la voiture et oui ou non, quelle place est-ce qu'on lui attribue et comment est-ce qu'on fait pour trouver et livrer les magasins et pouvoir retirer les produits des magasins. Mais nous avons créé aux Pays-Bas un plan pour la circulation en général. Et 80% des rues en ville sont devenues des rues où on peut accéder en voiture ou très 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 peu. Mais vraiment c'est un minimum en voiture, tous les autres moyens sont favorisés. Ce sont donc des petits îlots où on n'accède pas trop en voiture, c'est uniquement pour les personnes qui habitent dans ce genre de quartier. Et les enfants peuvent même jouer dans la rue, c'est beaucoup plus facile. Et par ailleurs, on a créé des axes beaucoup plus importants qui relient ces différents îlots qui seront utilisés par toutes les voitures de transit, par les camions et qui font la grande liaison entre les différents endroits. Ces petits îlots qui sont créés pour les habitants sur place, évidemment, il faut faire un détour, très souvent. C'est pas le chemin le plus court pour rentrer chez soi, mais on fait la même chose pour comment est-ce qu'on fait les livraisons. Les livraisons sont faites soit en vélo cargo, soit en utilisant certaines plages horaires.
Et on peut le faire. On peut absolument le faire. Et je pense ici en France et à Paris aussi, là où je me suis promenée avec Olivier, j'ai vu que c'est tout à fait possible de créer des îlots où la voiture est vraiment freinée, où on a plus de place pour le vélo et pour les piétons. Et les grands axes sont utilisés pour le transit. Merci. Alors, je propose, il est 20h14, voilà. Je propose que vous posiez vos questions, si vous en avez, aux uns et aux autres. Voilà. Allez-y, levez la main. Madame, je vous vois. Bonjour. Oui, vous parlez de vélo et vous parlez auto, mais depuis qu'on a entravé la circulation de la voiture, à Paris, il y a un phénomène qui est quand même déprimant, c'est l'augmentation des 2 roues motorisées, les Vespa, les motos. Il y en a partout, c'est bruyant, c'est polluant, ils envahissent les trottoirs, ils empêchent l'entretien des rues, c'est catastrophique, c'est laid, parce qu'il y en a vraiment partout, absolument partout. Et ça, on ne le voit pas aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on voit effectivement des vélos, mais on ne voit pas ces parkings sauvages de 2 roues qu'il y a dans Paris, et qui sont horriblement bruyants, qui passent dans toutes les rues. Oui. Bon, alors les trottinettes, ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas. Tandis que les Vespa ou les motos qui restent le moteur allumé en bas des immeubles, etc. Et là, on fait vraiment un grand écart entre vélo et voiture, mais on occupe complètement cet aspect-là, qui est énorme. Très juste, madame. Merci. Merci, madame. C'est effectivement un des enjeux. Je pense que en fait, le deux roues motorisé a été depuis longtemps, hein, ça a augmenté, ça a de nouveau baissé, mais ça a été une réponse tout simplement à la congestion. Mais peut-être les uns et les autres, je pense que vous avez des choses à dire sur ce sujet. Peut-être, Florent, plusieurs questions. Non. Vous avez tout à fait raison, on n'a pas parlé de deux roues motorisés qui sont une sorte de nuisance majeure. Nuisance majeure sonore, de pollution, et en termes de sécurité routière, les deux roues motorisés ont une surreprésentation des accidents par rapport à ce qu'ils représentent en termes de nombre de trajets. Les deux roues motorisés également, c'est lié à l'usage et à la facilité d'usage, sont aussi à l'œil très fortement impliqués dans des infractions de type stationnement sur le trottoir que vous évoquiez, ou dans nos fameuses rues aux écoles, quand on piétonise des rues devant des écoles, quotidiennement, il y a des scooters, y compris à l'heure d'entrée des classes, qui vont y passer. Les solutions, c'est très simple, c'est réduire le nombre de scooters en circulation à Paris. Vous avez raison, on a une anomalie ou une spécificité qui est que pendant très longtemps, contre la congestion, tous les acteurs, l'État, la région, la municipalité aussi, a encouragé la pratique du scooter. Ça, aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, la ville de Paris, en tout cas, porte une politique claire de dire qu'il faut réduire le nombre de scooters en circulation, des scooters thermiques. Une façon, celle qui arrive au 1er septembre 2022, c'est l'introduction du stationnement payant pour les deux roues motorisés, qui est une mesure qui n'est pas nouvelle. Certaines villes de proches banlieues l'ont mise en œuvre. Et ça, clairement, le but affiché, c'est de réduire l'incitation à l'usage des scooters, alors thermiques aujourd'hui, parce que c'est eux qu'on veut cibler au regard des pollutions. Voilà. Les verbalisations sur notamment les niveaux sonores. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a mis peut-être 30 ans à avoir ce culte du scooter à Paris, qui ne représente jamais que 6-7% des déplacements, pas beaucoup plus, donc c'est comme le vélo à peu près. Mais c'est vrai qu'ils ont une place sonore et visuelle disproportionnée dans l'espace public, et on compte bien la réduire. Et l'odorat éventuellement. Mais c'est un long chemin, on va prendre plusieurs années. Merci. Lucas, sur ce sujet. Anne, ça va, mais il y a des deux roues motorisés aussi. C'est un peu différent. Oui. Vas-y, Lucas. Jazeker, ook in Amsterdam kennen we een plaag van scooters. Er is een milieuzone ingevoerd al een paar jaar geleden die het wat minder makkelijk heeft gemaakt om gebruik te maken van scooters. We hadden ook een plaag van scooters op het fietspad, dus er was een mengeling van fietsers en scooters. Dat leidde tot heel veel ongelukken, tot heel veel weerstand. Maar inderdaad, ik durf te zeggen, ook al ben ik niet zo vaak in Parijs geweest, vandaag viel het me wel op dat er inderdaad in Parijs heel veel scooters, echt wat grotere gemotoriseerde scooters rondrijden en die ook wel echt flink hard gaan. En juist die gaven mij ook vaak een onveilig gevoel. En dat is zeker in Amsterdam, in die zin komt dat in Amsterdam veel minder voor. Maar wij hebben in Amsterdam eigenlijk Amsterdam en ook heel veel andere steden, het gaat niet alleen om Amsterdam, het even als voorbeeldstad. Heel veel andere Nederlandse steden die hebben te kampen met een toenemende drukte eigenlijk op het fietspad, doordat er allemaal nieuwe mobiliteitsvormen, snelle e-bikes en scooters komen die de fietser soms ook verdringen.
Oui, à Amsterdam et d'autres villes aux Pays-Bas, c'est une plaie aussi. Nous l'avons clairement, il y a beaucoup de motos et de scooters. À Amsterdam, on a essayé autant de régler le problème en créant des zones environnementales, comme on les appelle, histoire de diminuer un peu l'usage des deux roues motorisées. Il y a aussi la plaie de la présence de ces deux roues motorisées sur les pistes cyclables, ce qui mène à beaucoup d'accidents et une certaine résistance des autres usagers. Et c'est évidemment dangereux également. Et j'ose dire qu'à Paris, oui, je ne viens pas assez souvent, mais j'ai l'impression, quand j'étais cet après-midi donc à vélo, qu'il y a plus de motos qu'avant et que certaines motos vont vraiment vite. Et c'est là où j'ai justement ressenti une certaine inquiétude, une certaine peur. Donc oui, on a le même problème, mais il faut arriver à régler ça. Et aux Pays-Bas aussi, c'est vraiment une lutte pour arriver à diminuer un peu cette pression qu'on a vu augmenter ces dernières années avec la présence des vélos électriques qui vont très vite, qui côtoient les vélos dits normaux et les scooters. Donc c'est pas simple. Merci. Juste une précision, en fait, il y a eu le nombre a tendance à baisser maintenant de nouveaux roues motorisées à Paris, mais par contre leur usage est plus visible, d'abord parce que c'est des plus grosses motos, notamment sur des cadres supérieurs, etc. On les voit beaucoup dans les grands axes, comme on dit, et que par ailleurs il y a aussi la catégorie des petits scooters pas chers, qui sont beaucoup utilisés pour les livraisons. Sandrine Despaux, sur ce sujet des deux roues motorisées, est-ce que c'est quelque chose qui est venu dans vos enquêtes ? Est-ce que la question des... C'est pas dans cette direction que j'en parlais. Est-ce que la question des deux roues motorisées est venue dans vos enquêtes, soit parce que les familles les utilisaient, soit parce que les enfants étaient éventuellement gênés par leur nuisance ? Non, ce qui a été dit sur l'accidentologie, effectivement, moi je l'avais retrouvé dans les données d'accident qu'on m'avait fourni à l'époque à la mairie de Paris pour le quartier du 11e. Effectivement, les deux roues étaient très fortement touchées. Et du côté des enfants, en fait, les points qui, eux, les inquiétaient concernant les deux roues, c'était la question, mais qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans la problématique cycliste, je crois, c'est la question des virages à droite, au carrefour. Les deux roues ont tendance, en gros, à ne pas respecter les passages piétons. Les voitures aussi, mais en tout cas, je ne le dis pas comme une affirmation, je rapporte juste ce que pouvaient dire les enfants. Eux, ce qui les inquiétait avec les deux roues, c'était les carrefours, et notamment l'endroit des virages à droite pour sur les grands axes, et que ce virage à droite soit souvent coupé quand il y a un passage piéton par les deux roues. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame, il y a une autre question là ? Oui. Monsieur, ensuite madame. Monsieur Gilles, sur les livraisons et la politique en général, donc le fait de pouvoir décider par la régulation, par la discussion, je ne sais pas, bon, le consensus c'est plus dur en France, il n'y a pas le même historique que en Hollande, mais par exemple sur les livraisons, j'avais vu en Belgique ce qui se passait à Gand, il y avait effectivement des horaires, il y avait des moyens de locomotion dédiés, électriques, sorte de Fenwick un peu. Enfin, j'ai vu ça dans des hypercentres qui sont effectivement beaucoup plus petits que Paris, bien sûr, mais si on compare à Paris-Centre, il y a quand même des similitudes. Donc là, je pense que le choix de la politique et de la régulation par les autorités compétentes est important. Donc on a l'impression que c'est compliqué pour vous, je ne sais pas trop pourquoi, en fait, d'oser aller plus loin dans la régulation. Parce que sinon, vous avez effectivement aussi des acteurs privés qui s'en mêlent, on prend tous les acteurs de la logistique récente, type Ketir, etc. Ils ont pris du foncier, ils ont pour faire des sites de logistique locale, pour faire de la distribution ensuite. Donc, il y a bien une efficacité de ce modèle avec toutes les nuisances que ça porte. Et donc, je pense que ça serait intéressant que le régulateur dise, par exemple, voilà notre feuille de route. Vous avez cité un exemple sur le sentier, c'est effectivement prometteur. Je pense que ça peut être plus qu'expérimental. Il faut qu'à un moment donné, on passe à l'étape suivante. Et est-ce que vous avez ça dans votre feuille de route à long terme? Parce qu'effectivement, là, ça débute, mais je pense qu'il faut vraiment aller vers ceci. Florent va vous répondre. Juste un tout petit dernier point, on parlait du temps tout à l'heure, le temps, en fait, la notion du temps que vous avez évoqué, M. Razon, je
Je pense que le vélo procure un temps déterministe, alors que en mode urbain, dense, la congestion fait que la voiture qui est très rapide à 22 heures, c'est un temps complètement aléatoire et non équilibré. Et en plus, c'est du temps gagné parce que c'est un temps de plaisir. Florent. Non, mais je vous rejoins. Alors, voilà, je veux pas. Peut-être que j'ai laissé entendre malgré moi qu'il n'y avait pas d'action publique qui était menée sur le sujet des livraisons et qu'on attendait. Il y a des expérimentations qui sont en cours, mais en fait, cette question elle s'est posée depuis longtemps. Il y a des quartiers piétons à Paris, comme le quartier Montorgueil, comme le quartier des Halles à Paris Centre, qui sont des grands quartiers piétons. Alors les Halles, c'est vraiment piéton. Montorgueil, c'est une aire piétonne ouverte, mais dans ces deux quartiers, on a des régulations horaires pour les livraisons, par exemple. Mon problème aujourd'hui, c'est qu'il faut faire respecter ces régulations. On peut prendre des arrêtés. Les arrêtés, ça n'engage que ceux qui les respectent. On a une police municipale qui monte en puissance, justement pour réguler ce type d'usage. Mais typiquement, dans le quartier Montorgueil, par exemple, on a un phénomène, avec le fil du temps, de perte un peu des bonnes habitudes qui avaient été prises. Les livreurs que vous évoquez en scooter ou autres, hein, mais tout ce qui est livraison à domicile, même en camion d'ailleurs, se fichent un peu de ces horaires-là parce qu'ils sont tellement pressés dans leur circuit de livraison en flux tendu qu'ils n'arrivent pas à jongler avec les différents horaires dans les différents quartiers pour faire un parcours cohérent. Et donc je vous rejoins, il faut évidemment des actions publiques, mais on y va, mais il faut... Mon sujet aujourd'hui, c'est de faire respecter ce qui existe déjà, et c'est déjà pas très simple. Et quand on aura réussi parfaitement dans les quartiers piétons à faire respecter les horaires, on pourra faire tâche d'huile et agrandir ce périmètre. C'est pas gagné, et j'ajouterais que Paris Centre n'étant pas une île isolée, on n'est pas non plus à la bonne échelle tout seul pour faire une réglementation, parce qu'évidemment que, je reprends un Franprix, la livraison des différents Franprix, elle ne se fait pas forcément uniquement par rapport aux arrondissements. On peut avoir un camion qui fait sa tournée du 10e, du 11e, puis du 3e arrondissement. Si les horaires sont différents dans chaque arrondissement, il ne s'en sort pas. Donc il y a une question en effet à l'échelle parisienne, voire métropolitaine, de la logistique urbaine, qui d'ailleurs est prise à la métropole du Grand Paris, elle a lancé une grande démarche sur la logistique urbaine, la ville de Paris aussi. Ça prend du temps, mais tout ça est sur le bon chemin, mais ça va prendre des années. Merci. Madame. Oui. Bonjour, je m'appelle Aude Fraioli, j'ai monté il y a 2 ans pendant le confinement une association qui s'appelle Mini Graffiti qui promeut la place de l'enfant dans la ville, et je suis accompagnée de mon ami Franck qui a monté une start-up qui s'appelle Gibus Cycle qui font des vélos pour les enfants. Aujourd'hui, je voulais vous poser une question. On parlait de promouvoir la mobilité douce des enfants, c'est-à-dire sur un trajet de la maison à l'école, ça veut dire avec un résultat d'objectif, et on ne parle pas en fait de la pratique du vélo en tant que loisir. Et avant de savoir se déplacer, c'est important d'apprendre à faire du vélo. Et aujourd'hui, en fait, à Paris, il n'y a pas d'espace fermé où les enfants pourraient pratiquer le vélo. Dans les parcs, par exemple, les enfants, ils apprennent à marcher. On ne peut pas venir avec des enfants qui ont 6 ans qui vont faire du vélo parce qu'ils vont les perturber. On ferme les rues à Paris le dimanche, notamment dans le Marais, pour laisser la place aux commerces qui puissent justement faire leur vente lucrative. Mais ces espaces autres, il y a des rues aux enfants qui sont créées effectivement avec une autre association qui s'appelle Rigolote, où dans le Marais, ils ferment une rue par mois, je crois, mais c'est vraiment sur des horaires post-scolaires. Mais par exemple, il y a des espaces dans le 16e ou dans des quartiers, moi j'habite dans le 20e, qui sont très grands, qu'on pourrait fermer pour justement promouvoir la pratique de mobilité, de sport, de jeux, de loisirs, pour que les enfants puissent justement s'accaparer cet espace qui leur est dû aussi, parce que c'est eux qui vont construire cette ville de demain, cette ville dans laquelle on va vieillir. Donc comment se positionne aujourd'hui la mairie de Paris pour promouvoir cet apprentissage des enfants dans la mobilité et dans le jeu? Alors Florent, et si un des 2 autres intervenants souhaite intervenir, voilà. Vous avez raison, la question, il y a les infrastructures qui sont fondamentales évidemment pour donner l'envie et de pouvoir se projeter dans le trajet à vélo, et puis l'apprentissage. À Paris, on a moins d'espace qu'ailleurs, à Paris encore moins, et il est vrai que les parents n'ont pas non plus forcément de garage pour stocker des vélos, donc pas forcément de vélos enfants pour s'entraîner le week-end. Donc il y a 2 options, soit c'est les familles qui partent en vacances à la campagne chez les grands-parents, etc., qui peuvent apprendre à faire du vélo là-bas, très bien. Malheureusement, pour beaucoup d'enfants, et notamment les enfants qui sont dans les milieux les plus modestes, qui partent pas en vacances, on a une vraie inégalité par rapport à cet apprentissage. Il y a des dispositifs qui sont en train de se déployer de façon trop lente, il est vrai. J'en vois 3. D'une part, vous évoquiez les rues aux enfants ou les rues fermées à la circulation en général. D'ailleurs, rues aux enfants, pour tout le monde, ce sont des rues en effet qui sont, pendant une période donnée, 1 heure, 2 heures, 3 heures, fermées entièrement à la circulation, on installe des jeux, et les enfants peuvent aller jouer avec leurs parents sur le bitume, sur une rue qui est normalement circulée. D'ailleurs, il y a une petite pub, il y en a une demain après-midi, sur l'île Saint-Louis, rue Poultier, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est un espace. C'est souvent trop étroit pour faire d'apprentissage du vélo et trop densément. Il y a des rues qu'on a fermées à la circulation de façon pérenne. Je pense au Kéba de Berge, de rive droite. Et cet endroit précisément, et où la place de la Bastille, qui est piétonnisée en partie, ces endroits sont aujourd'hui des lieux d'apprentissage du vélo
par des associations, notamment l'association qui s'appelle AICV, que je salue, qui organise des ateliers sur plusieurs jours sur ces endroits-là. Et puis il y a les cours d'école. Dans les cours d'école, on développe le savoir rouler à vélo, qui est une politique de l'éducation nationale, mais sans financement. Donc on la développe un peu comme on peut avec des associations, avec des crédits de la ville. Et vous savez que désormais, maintenant, les dimanches, il y a plusieurs cours d'école qui sont ouvertes. Et dans ces cours ouvertes, on propose de temps en temps des cours d'apprentissage du vélo. Donc tout ça, je ne sais pas que ça commence, ça fait quelques années, mais on est encore au début, on est très très loin encore d'avoir une politique publique où 100% des enfants ont des cours de vélo, toute la chaîne, ce qu'il faut apprendre au primaire, puis au collège, il faut apprendre à la sécurité routière, etc. On n'est pas encore là du tout. On manque encore un peu en termes de logistique. C'est tout bête, mais un exemple précis, c'est qu'on a des vélos à Paris-Centre. Jusqu'à très récemment, tous les vélos des 2-3 écoles qui avaient des flottes de vélos pour enfants étaient cassés, sans contrat d'éducation nationale pour les réparer. Donc il y avait 30 vélos qui étaient inutilisables depuis des années. Donc c'est la mairie qui a dû convenir en payer un contrat d'entretien. Et en fait, ça faisait des années que les vélos étaient là mais cassés et donc que les activités ne pouvaient pas se faire. Voilà. C'est un exemple concret de problème qu'on peut avoir. Merci. Lucas, est-ce que ça arrive comme ça, qu'il y ait dans un coin aux Pays-Bas 30 vélos cassés, que personne ne répare parce qu'il n'y a pas une autorité quelconque qui a signé un papier pour le faire et il n'y a pas de budget pour ça, ça peut arriver? Nee, dat hebben wij niet inderdaad. Misschien heel kort, en het is ook fantastische, mooie initiatieven die al worden genomen. Dat is zeer aan te prijzen. De Nederlandse context, enkele cijfers. 2/3 van alle kinderen, alle basisschoolkinderen gaat met de fiets naar school. Heel groot deel gaat ook lopen. En 80% van de middelbare schoolkinderen, dus de teenagers, die gaan ook met de fiets naar school. Dus er wordt ontzettend veel gefietst. En daarnaast is er ook een verkeersexamen, een praktijkexamen. Kinderen worden op een jaar of 12 zijn, dan krijgen zij fietseducatieles op school. Echt een programma wat wordt gegeven op school. Worden zij klaargestoomd over alle regels, verkeersregels. En er is ook een praktijkexamen, die wordt afgenomen met vrijwilligers, met ouders die eigenlijk in de rol van vrijwilligers dat examen ook afnemen. Dat is eigenlijk iets wat al jaren plaatsvindt in Nederland, waardoor het bewustzijn van kinderen, van teenagers, van tieners eigenlijk enorm wordt aangezwengeld. En we zien dus ook dat op oudere leeftijd, dus echt de tieners tot een jaar of 17, 18, de fiets echt een enorm veel gebruikt vervoermiddel is en men ook heel bewust is van de wijze waarop men dat moet gebruiken in het verkeer. Non, nous n'avons pas ce problème. C'est très. Par contre, je suis très impressionnée par toutes les initiatives merveilleuses qui sont prises. Le contexte néerlandais est très différent. Il faut savoir que 2/3 des enfants qui vont en primaire se déplacent à vélo, vont à vélo à l'école, et 80% des ados. Donc, on fait beaucoup de vélo, et il y a aussi un apprentissage actif organisé par l'éducation nationale néerlandaise, où les enfants à l'école autour de l'âge de 12 ans apprennent la sécurité routière et doivent passer un examen pratique. Et souvent c'est fait avec des volontaires, souvent des parents qui sont figurants, qui participent et qui font passer ces tests avec les professeurs. Et ce programme existe depuis de nombreuses années aux Pays-Bas. Et c'est là où on crée donc une conscience du risque de la circulation. Et jusqu'à l'âge de 17-18 ans, vraiment tous les jeunes aux Pays-Bas se déplacent essentiellement à vélo. Pardon, désolé. Est-ce qu'il y a encore une question? Je pense que ce sera la dernière. Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, oui. On vous apporte le micro, vous allez l'attraper. Question très rapide. Commençons par une remarque. Je voudrais dire que moi qui ai rêvé pendant 40 ans en travaillant à Paris activement de pistes cyclables et de pouvoir aller travailler à vélo, je suis aujourd'hui extrêmement heureux et je considère ça un cadeau génial de pouvoir aller travailler, se promener, regarder Paris à vélo, c'est une toute autre philosophie. Deuxième remarque, je suis dans l'admiration de voir ces enfants tellement heureux sur les vélos cargo, soit devant, soit derrière, détendus, avec un casque, des parents consciencieux. En revanche, moi qui ai toujours fait du vélo, je suis terrorisé sur certains axes par la densité du trafic à certains moments et l'hétérogénéité des engins.
les vélos électriques, c'est super. Les trottinettes, c'est charmant de voir 1, 2 jeunes sur des trottinettes, c'est très drôle. Mais très franchement, à certains moments, c'est quand même très terrorisant, parce que d'être tué, c'est terrible, mais d'être estropié à vie, c'est terrible aussi. Alors, c'est pas du tout une critique, parce que si on veut que les Parisiens et les Français aiment le vélo, il faut évidemment pas être répressif avec des permis à points, etc., comme on est en voiture terrorisé par l'idée de perdre ses points. Bon. Mais un vélo, il me semble que si la mairie de Paris pouvait faire une campagne extrêmement bienveillante sur la nécessité de respecter les feux rouges, les intersections, que tout le monde s'arrête, y compris les trottinettes, et qu'il y ait une courtoisie pour les tout jeunes et les moins jeunes, au-delà de 77 ans. À la limite, on peut faire du vélo très longtemps si les sécurités sont là. Je dis ça vraiment dans un bon esprit. Voilà ma question. Merci. Une belle campagne. Ça revient. Merci. Ça revient à une question qu'on s'était posée effectivement en préparant, qui était ce que tu disais, Florence, c'est que des parents, enfin je résume rapidement, mais des parents s'inquiètent aujourd'hui, ce qu'ils ne faisaient pas. Ils hésitent à laisser leurs enfants traverser la rue de Rivoli alors qu'ils le faisaient lorsque c'était les voitures, et bizarrement que maintenant qu'il y a des vélos, ils sont hésitants. J'ai voulu tout à l'heure aller avec Lucas justement rue de Rivoli et un peu alentour pour essayer de comprendre ce qui se passait et pourquoi il pouvait y avoir cette crainte, et Lucas va nous livrer son analyse. Peut-être avant, Sandrine, si vous souhaitez intervenir à ce point, une dernière intervention sur justement est-ce que finalement quand on est à pied, on peut avoir peur des vélos? Est-ce que c'est quelque chose, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure avec les deux roues, est-ce que c'est quelque chose qui revient également, et est-ce que finalement c'est pas l'infrastructure qui est en cause? Oui, effectivement, l'idée, alors je ne sais pas si c'est dans les vélos que j'ai entendu citer les trottinettes, et je pense qu'il y a effectivement la trottinette est ce mode hybride qui, alors maintenant, doit normalement rouler sur la chaussée, mais c'est loin d'être le cas de manière généralisée. Et c'était aussi peut-être le cas avec les vélos à un moment, qui disait que ça pouvait générer des peurs. C'est-à-dire qu'en fait, tous les modes doivent être, même s'ils ne sont pas mécanisés, à partir du moment où on est en interaction avec d'autres usagers, et pour le coup de modes différents et motorisés, doivent pouvoir être dans une régulation réglée par un code que tout le monde doit plus ou moins respecter. Et ce qui n'est pas le cas notamment de la trottinette, si pendant longtemps n'était pas aussi le cas du cycliste qui devait, pour se protéger, rouler sur les trottoirs et donc rencontrer des piétons. Et je crois qu'il y a cette question-là du déplacement, en fait. C'est-à-dire que la trottinette, c'est pas tout à l'heure j'ai entendu parler de la différence entre loisir et déplacement. Et je crois que c'est vraiment ça aussi, je pense, le fond du problème. C'est que le loisir est là pour donner du plaisir et donc inciter. Et je pense que l'enfant, pour le motiver à faire du vélo, il faut qu'il y trouve du plaisir. Mais pour pouvoir aussi se mettre en sécurité et mettre aussi les autres en sécurité, il faut aussi que ce mode soit vu comme un déplacement. Et là, je parle pour la trottinette en particulier, qui est quand même assez dangereux. Merci. Merci Sandrine. Florent? Alors, vous avez raison, j'irai même plus loin que vous. Je pense qu'il faut évidemment des campagnes de communication bienveillantes, mais pas que bienveillantes. Bienveillantes et fermes. Et on les fait en fait. Alors, il y a communication, il y a répression, et les deux vont ensemble. Il y a eu une grande campagne de communication l'année dernière sur plein de panneaux parisiens, des petits logos, respecter les passages piétons, les feux, etc. Il y en aura en continu comme ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle le code de la rue, qui va justement être un grand moment de remettre les règles, de les rappeler à tout le monde, pas qu'aux cyclistes, parce qu'il faut dire ce qu'il y a aussi à Paris, tout mode confondu, même les piétons, on a un peu tendance à faire n'importe quoi. Je pense que c'est aussi un peu un sport national parisien. Mais du coup, quand on est piéton, effectivement, on voit très très fortement les infractions des cyclistes. Donc il faut aussi verbalisation. Et nous, c'est très clair, à Paris Centre, la nouvelle police municipale, on la missionne sur la verbalisation de toutes les infractions du code de la route, parce qu'il faut pas non plus, il faut qu'elles exécutent sur les cyclistes. Factuellement, rationnellement, la plupart des infractions dangereuses, mortelles ou graves, ce sont les véhicules motorisés. Donc c'est sur eux qu'on se concentre. Mais sur les grands axes comme Sébastopol, Rivoli, les grandes pistes cyclables très fréquentées, on a des présences, peut-être pas quotidiennes, mais pas très loin, notamment aux heures des classes, le matin et le soir, pour sensibiliser et verbaliser, notamment les cyclistes.
Et moi, j'ai aucun scrupule, étant même cycliste et militant cycliste, et on m'insulte, du coup, on me dit que je suis un traître, etc. Des fois, par les militants vélo les plus virulents, mais chacun doit respecter les règles. C'est peut-être parce que j'ai appris à faire du vélo au Danemark, et que là-bas, ils sont très respectueux des règles, que j'ai gardé cet ADN-là. Le code de la route et le code de la rue, s'il n'est pas respecté par les cyclistes et par tout le monde, c'est en effet un peu le bazar, pour pas dire autre chose, et c'est nécessaire. Quand même, est-ce qu'il n'y a pas une question d'infrastructure aussi? Et tout simplement de feux qui sont synchronisés à une vitesse qui fait qu'un vélo doit s'arrêter régulièrement. Je ne dis pas que les gens ont raison de ne pas s'arrêter, mais ils ne le font pas parce que tout simplement ils doivent s'arrêter tous les quoi. Il y a une question d'infrastructure. Deux choses, il y a les feux, et il y a aussi la largeur des pistes cyclables. Bord de Sébastopol, aujourd'hui, la piste cyclable, elle est pas assez large par rapport au flux. Voilà, on apprend, les pistes les plus anciennes, Magenta par exemple, sont moins bien que les nouvelles, etc. On avance, ça c'est normal. C'est la courbe d'apprentissage des aménagements. La question des feux, elle est intéressante. On peut synchroniser des feux à une vitesse donnée, ce qu'on appelle l'onde verte. Sur Rivoli, par exemple, dans le sens Bastille-Concorde, l'onde verte, elle est à 20 km/h le matin. Quand on est en vélo et qu'on roule à 20 km/h, alors c'est une vitesse qui à Paris est plutôt moyenne, mais qui pour les Pays-Bas est plutôt importante, on peut passer toute la rue sans feu. Les assos de cyclistes, par exemple Paris-Ancel ou Mieux se déplacer à bicyclette, qui sont les deux plus grosses à Paris, plaident beaucoup pour la suppression des feux dits inutiles, parce que, et c'est vrai qu'aux Pays-Bas il y a très peu de feux quand on est à vélo, et tout se joue un peu dans une question de respect mutuel, de regard, pour laisser passer le piéton, etc. Malheureusement, on a fait des tests sur Rivoli par exemple, toute la partie qui est entre le Louvre et la Concorde, il n'y a aucun feu pour les cyclistes. Et c'est dans cette partie-là où on pourrait se dire du coup, ben voilà, la priorité piéton va se faire naturellement, ça ne marche pas. Aujourd'hui, dans l'état du comportement des Parisiens, de la courbe d'apprentissage, ça marche, alors pas, je vois Belle qui fait non, ça marche pas assez bien en tout cas. Pas pour tous les publics. Quand on est un jeune dynamique avec des réflexes, on arrive à se faufiler sans aucun problème. Et d'ailleurs, on voit des gens qui traversent la ville de Rivoli, j'allais dire à l'arrache, en tant que piéton, qu'on ne voyait pas du tout avant, quand il y avait les voitures. Par contre, quand on est avec des enfants, âgés, avec des réflexes un peu atténués, là on peut en effet préférer, en termes de ressenti, d'avoir beaucoup de voitures, mais qui quand même s'arrêtent largement au passage piéton et au feu rouge plutôt qu'au passage piéton. Voilà. Mais c'est du ressenti, mais ce ressenti il est très important parce qu'il peut créer une autocensure à la ville. Et avant juste de laisser le dernier mot à Lucas, il y a une autre chose qui me frappe, c'est qu'on parle de ces axes, et on ne parle pas de ce qu'il y a autour de ces axes. Et en fait, il y a aussi des rues autour qui restent très congestionnées, avec des trottoirs minuscules, avec des potelets. Il m'a fait remarquer tout à l'heure en se baladant, qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'ai expliqué, c'est des potelets, pour pas que les voitures se garent sur les trottoirs, ça l'a étonné, il va vous dire. Mais simplement, tout ça fait que dans les rues parallèles, c'est compliqué quand on est à pied et aussi quand on est à vélo. Et en fait, on a fait les axes, ok, c'est très bien, tant mieux, bravo. Mais finalement, on se dit que le reste n'est pas encore assez, mais je suppose... Pas assez, mais on arrive, c'est le plan de circulation notamment. Il y a des grands axes qui sont circulés et qui ont des aménagements cyclables séparés, et il y a le reste, des petites rues, qui ont vocation à avoir très peu de trafic, de façon à pouvoir se mélanger, et même, pourquoi pas, à marcher, en tant que piéton, au milieu de la rue, quand comme dans le Marais ici, il n'y a pas du tout de trottoir ou très peu. Lucas. Et le casque, on ne parle jamais du casque. On n'en parle pas. Pour les poser aux Pays-Bas, les gens n'en ont pas. Ja, heel kort misschien de analyse over de Rue de Rivoli. Ik heb het dus alleen vanmiddag gezien, maar het viel me op dat er echt wel heel snel wordt gefietst. En inderdaad, het is, als je zelf op de fiets zit, is het heel irritant dat je elke keer moet stoppen. Elke keer weer een verkeerslicht waar je weer moet stoppen en waar veel voetgangers oversteken. En in die zin is het wel interessant om te kijken naar wat dus deels al is toegepast op de Rue de Rivoli, is het idee van shared space gedachte. Als mensen minder hard fietsen, dus als de snelheid er iets afgaat en in Nederland ligt de gemiddelde snelheid rond 12, 13 km per uur. Ik begreep net 20 km per uur hier, dat is best wel echt veel meer. Dus er wordt bijna geraced alsof je in een auto zit. Maar als de snelheid eraf gaat en mensen maken echt oogcontact, ik heb dat vanmiddag ook geprobeerd, dat ik langzamer fietste en elke keer als je bij die voetgangersoversteekplaatsen kwam, maak het oogcontact met personen, nou, dan gaat het goed, dan met respect kan je voor elkaar stoppen. En er zijn in Amsterdam, maar ook in Den Haag, zijn een aantal van die shared space plekken op die manier ingericht. Geen verkeerslichten, geen verkeersregels, helemaal niks, maar echt puur op oogcontact waar fietsers en voetgangers met elkaar gemengd zijn. En het is een groot succes, er zijn eigenlijk nauwelijks ongelukken, omdat mensen echt contact maken en echt met elkaar interacteren. Oui, une brève analyse de ce que j'ai simplement vu cet après-midi rue de Rivoli, et j'avais effectivement l'impression que les vélos allaient très très vite.
Et c'est très agaçant quand vous êtes cycliste de devoir vous arrêter devant chaque feu. Ça, je le comprends. Mais que je vois dans la rue de Rivoli, c'est que c'est vraiment un espace partagé. Et aux Pays-Bas, si je me suis peut-être que j'ai mal compris, ou peut-être que l'interprète a mal compris, on roule plutôt, la vitesse moyenne est de 12 à 13 km, et non pas 20 comme ici, mais peut-être que c'est une erreur. Alors ce qu'on a vu, c'est que dans ces espaces partagés, que nous avons également dans la ville d'Amsterdam et La Haye, il est très important de créer un contact visuel avec les piétons. Moi, je l'ai essayé cet après-midi, donc je ralentissais consciemment devant un feu, là où il y a un passage piéton. Je cherchais le contact visuel avec les piétons, et là, il y avait un respect mutuel. Et aux Pays-Bas, on a vraiment créé des espaces où il n'y a ni feu, ni règles, ni rien, mais simplement la cohabitation et le contact entre les utilisateurs suffisent pour que ça se passe très bien. C'est vraiment un grand succès avec très peu d'accidents. Merci. Merci à tous, merci beaucoup. Je vous propose de réserver une partie de nos applaudissements à Marie-Caroline Volzegelen qui a... Merci Sandrine, Dépôt et Florent Géry et Lucas Harms. Voilà, la soirée est terminée. Je vous signale que, alors Stijn van Osteren qui est ici, qui est néerlandais mais qui vit à Paris, tu peux te lever si tu veux, tout le monde te verra comme ça. Et voilà, c'est lui, il a écrit un livre sur le vélo qui est à l'entrée là-bas. Moi aussi j'en ai fait qui sont aussi à l'entrée là-bas. Comme ça, c'est fait, c'est dit. Et voilà, si vous souhaitez poursuivre la discussion. Bonne soirée. Merci.